Bien, écoutez, pour cette semaine, donc, on a le vote du PLF. On votera à compte, je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai expliqué en première lecture. Ensuite, les ordonnances, on les votera comme on l'a fait d'ailleurs en première lecture. On a eu quelques débats, quelques amendements, mais bref, on votera la ratification. Sinon, sur les sujets qu'on a évoqués ce matin, effectivement, le congrès des maires, avec une forte inquiétude sur le terrain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais lancé, vous vous souvenez peut-être au mois de septembre, à la rentrée, un tour de France des territoires, sur cette France oubliée, donc, où à la fois on rencontre chaque mois, on fait une région. La prochaine c'est PACA, on va aller dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, ensuite ce sera le Maine-et-Loire, et on prend des sujets sécurité, des sujets économiques, des sujets sociaux, avec un groupe de députés qui reste une dizaine de jours, et une dizaine de députés qui restent 2 jours. Il faut mieux leur mettre dans cet ordre-là. Et qui nous permet d'avoir un bon ressenti sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Sinon, sur l'actualité immédiate de la semaine, hier ce matin en conférence de président, M. Castaner était toujours là, mais la décision devait se prendre aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sera la décision, mais ça me paraît invraisemblable qu'il puisse rester en poste en tant que chargé des relations avec le Parlement. Il peut être sur d'autres postes, mais d'avoir un chef de parti qui siège à la conférence des présidents, il est censé être celui qui organise les débats parlementaires. Vous savez que dans notre Constitution, c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour, et notre interlocuteur, c'est le ministre des Relations avec le Parlement, enfin, notre interlocuteur de tous les groupes. Et là, c'est invraisemblable que ce soit le président d'un parti politique qui fasse cela. C'est invraisemblable sur le fonctionnement, c'est l'humiliation suprême à la fois pour l'Assemblée, mais pour le président de l'Assemblée nationale et pour le président du groupe En Marche. Parce qu'on s'adressera à qui? L'organisation, est-ce que ça vaut le coup de s'adresser au président de l'Assemblée? Maintenant que c'est le président du parti En Marche qui décide de tout, qui est là, et où le président de la République nous impose son garde-chiourme maintenant à la conférence des présidents, mais on va attendre demain. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le résultat, mais en tout cas c'est un vrai sujet sur le plan institutionnel, d'avoir un président de parti, ce qui ne s'est jamais fait. Alors j'ai vu qu'on était remonté très loin en m'expliquant que Rossino l'avait été. Bon, j'ai très grand respect pour André, mais il faut rappeler ce que le parti radical, voilà, on relativise un peu ça. On a entendu les arguments les plus saugrenus. J'ai entendu un député de Paris, député En Marche, qui nous a expliqué qu'il fallait bien lui trouver un salaire. Et moi, je propose qu'on lance une grande collecte auprès des députés En Marche pour donner un salaire à M. Castaner. C'est ça maintenant l'argument. Tout ça n'a aucun sens, si ce n'est celui du mépris profond de nos institutions et du Parlement. Vous diriez qu'il a été jusqu'ici un bon ministre des Relations avec le Parlement. Pour relativiser les choses, on n'a pas eu le temps vraiment d'apprécier. Non, mais sur le plan personnel, moi j'ai rien de personnel avec M. Castaner. C'est pas le sujet. Le sujet, il est que le président du parti majoritaire ne peut pas être en même temps, si j'ose l'expression, chargé des relations avec le Parlement. Enfin, c'est là que c'est invraisemblable, parce qu'on s'adresse à qui? Quand on débat entre présidents de groupe, on va dire à Ferrand, écoute, autant qu'on parle directement avec Castaner, ce sera plus efficace. Et puis à De Rugy, de toute façon, tu es suspendu par le président du parti, donc autant discuter directement avec le président du parti. Enfin, c'est un mode de fonctionnement, je pense qu'on n'a jamais vu. Il est secrétaire général du parti. Oui, enfin, il est le garde-chiourme du président de la République, c'est quand même ça la réalité.
Un garde de Après, on peut l'habiller comme on veut. Les délégués. Pas secrétaire. Délégué général. Et ce qui encore une fois, ce qui ne poserait pas, pour moi, ne pose pas le même problème sur un autre poste ministériel que celui-là, qui est quand même très particulier. C'est bon? Pardon. Dès que je suis Premier ministre, je vous dis ce que j'en fais. Sur les ordonnances, la position que vous annoncez, elle est unanime ou vous attendez à ce qu'il y ait quelques abstentions? Non, il y aura peut-être quelques abstentions, mais ce sera 80-90% du groupe, plutôt d'ailleurs plus près de 90% du groupe qui les vote. Et sur la proposition de loi MODEM, sur la garde alternée, est-ce que vous avez une position? On n'en a pas débattu en réunion de groupe. Moi, je peux vous donner ma position. Moi, j'y suis opposé. Je suis opposé au fait de rendre obligatoire la garde alternée. C'est un système qui est adapté, je veux dire, quand vous êtes avec des parents qui sont dans les CSP+, en ville, dans un même quartier, mais dès que là aussi on est sur nos territoires ruraux où vous avez les deux parents qui peuvent habiter à des distances assez éloignées, qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir les deux un logement adéquat pour accueillir les enfants, et donc on rend le juge à se trouver prisonnier de cette décision. Donc il fallait laisser le libre arbitre, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été non pas opposé à la garde alternée, mais opposé à l'obligation de la garde alternée. Et s'il vous plaît, pour la loi de finances 2018, c'est pas la position exactement des Républicains? Ah, c'est d'être contre, comme on l'avait été en première lecture, pour toutes les raisons qu'on avait évoquées à ce moment-là, que ce soit sur le CICE qui passe de 7 à 6%, ce qui veut dire que quand on va le transformer en baisse de charge, en réalité ça va se traduire par une augmentation du coût du travail. Donc contrairement à tout ce qui est annoncé, c'est exactement le contraire qui va se produire. La suppression du PTZ, également du prêt à taux zéro sur les zones rurales, la suppression du crédit impôt sur le CITE, je cherche l'explication sur la transition énergétique, voilà, je cherchais le thème. Sur la transition énergétique, et donc on reste bien évidemment contre. Sur la taxe d'habitation, certains termes 20%, est-ce que vous allez saisir le Conseil constitutionnel? Oui, on va saisir le Conseil constitutionnel sur l'autonomie des collectivités. Ça pose un double problème. D'abord, quand on l'exonère pour 80%, ça veut dire qu'il ne vaudra mieux pas être dans les 20%, parce que les 20% sont sûrs de se faire matraquer. Et ensuite, sur la perte d'autonomie des communes. Parce qu'on met en fait les communes en réalité sous tutelle, et on est pris d'une recette dynamique. Quand l'État dit qu'il va compenser, d'abord on sait comment se passent les compensations de l'État, c'est-à-dire qu'en année 1 on essaye de trouver à peu près un équilibre, puis dès l'année 2 on commence à mettre des critères. On va dire il faut tel critère, taux de, je sais pas moi, de logements sociaux, de densité, de population, etc. Donc il y aura des critères pour compenser, donc on ne sera plus dans une compensation intégrale, et surtout la compensation se fait au moment où la loi est décidée. Mais ensuite, donc la dynamique de cette recette, elle est perdue, puisque les communes n'ont plus la possibilité de bénéficier de la dynamique de la recette de la taxe d'habitation. Si, ils pourront toujours augmenter. Oui, mais ils n'auront pas la compensation. La compensation sera figée. Donc, ils pourront continuer à matraquer les 20% restants, mais la compensation, elle est figée, elle ne tient pas compte de l'augmentation du taux. S'il y a augmentation du taux. C'est pas ce que dit le gouvernement. Oui, enfin, moi j'attends qu'on me fasse la démonstration contraire. À partir du moment où c'est un dégrèvement, on explique que ça suivra justement la progression des taux. Ah non, parce qu'à ce moment-là, autant augmenter les taux, comme de toute façon les gens sont exonérés, on augmente les taux et c'est l'État qui compense. Le système ne tient pas. Ah. Oui. Mais parfois le gouvernement ment. Les constructifs qui veulent créer leur parti à venir, ça vous inspire? Vous les laissez dans l'action? Oui.